confronté à l'Europe, gestionnaire d'infrastructures unifiées, hein, c'est le problème du financement d'infrastructures. Il y a les 31 ou 32 milliards de dettes cumulées. Le système de 97, je ne vous le refais pas, avec la création de RFF, n'a pas résolu le problème de financement des infrastructures ferroviaires dans ce pays. À notre sens, ça a même créé des lourdeurs supplémentaires dans l'organisation, puisque RFF plus SNCF a créé un certain nombre d'interfaces qui font qu'effectivement, on perd en efficacité. Même s'il ne s'agit pas du tout ici de stigmatiser nos collègues de RFF, puisque de nouveaux métiers ont été créés, et que notre ambition est bien derrière ce GIU, de voir intégrer nos collègues de RFF pleinement dans le monde du ferroviaire, aujourd'hui, eux étant sur une convention collective, un accord d'établissement, même pas une convention collective, un accord d'entreprise. Sur le GIU aujourd'hui, entre la volonté de réunir au niveau de l'État français, et ça ne vous aurait pas échappé, la Bruxello-compatibilité, on ne va pas parler d'euro-compatibilité parce que l'euro-compatibilité, ça voudrait dire qu'à un moment donné, c'est à la fois la Commission, le Conseil et le Parlement qui auront décidé des conditions d'organisation. Aujourd'hui, c'est la Commission, à travers le commissaire Kallas. Mon camarade Rémi Onfray vous en parlera un petit peu des perspectives du 4e paquet ferroviaire, puisque Rémi travaille plus sur l'Europe dans le cadre de ses responsabilités. Entre la volonté de l'État français de rassembler sous la même bannière, au sein, rattaché à la SNCF, ce gestionnaire d'infrastructure, et ce qui se dit à l'Europe par Kallas aujourd'hui, en disant, nous on veut une séparation physique entre l'opérateur ferroviaire et le gestionnaire d'infrastructure, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un jeu et il y a un combat politique qui se mène, qui dépasse largement le seul niveau du ministère des Transports, mais c'est bien un combat au niveau de l'Europe qui se mène, et il est loin d'être gagné aujourd'hui, et les annonces que vous pouvez avoir de droite ou de gauche, hein, quand je dis de droite ou de gauche, issues de plusieurs, font apparaître des informations assez, comment dirais-je, différentes ou contradictoires. Et ce n'est pas les propos à la fois rassurants de la SNCF aujourd'hui et même des services du ministère des Transports qui nous font être vue qu'effectivement, nous, notre exigence, c'est bien un gestionnaire d'infrastructure unifié, à caractère public, ça nous y tenons, à caractère public, qui doit être mis en place. La question de le rattacher ou non à la SNCF reste posée. Pour nous, effectivement, le gestionnaire d'infrastructure unifié doit être un EPIC. Après, sous quelle forme juridique il doit être attaché à la SNCF, nous ne sommes pas des experts en matière juridique, mais clairement, le caractère public du gestionnaire d'infrastructure doit être affirmé et réaffirmé. C'est clair. Derrière ça, c'est pas parce qu'on va changer de structure qu'on va résoudre le problème du financement de l'infrastructure et le financement du ferroviaire dans ce pays. Je vous ai parlé des 32 milliards de dettes cumulées depuis que la SNCF existe. Et le déficit structurel d'1,5 milliard annuel. C'est-à-dire qu'en clair, tout le monde s'accorde à dire qu'hormis la dette, il nous manque à peu près 1,5 milliard par an pour équilibrer le compte du gestionnaire d'infrastructure. C'est-à-dire à la fois effectuer l'entretien, mais aussi réaliser les investissements qui maintiendraient le réseau actuel en l'état. Hein, je fais bien le distinguo avec les investissements, nouvelles lignes, création de nouvelles lignes TGV et compagnie qui sont en dehors de ce compte-là. Aujourd'hui, quelles que soient les rencontres qu'on a pu avoir avec les différents interlocuteurs, y compris au ministre des Transports, au ministère des Transports, clairement, on ne nous dit pas comment on va régler ce problème de dette d'1,5 milliard annuel. Et
vous savez comme moi quelles sont les capacités financières de l'État aujourd'hui. Tout le monde s'accorde à dire que les caisses sont vides, qu'on est arrivé à un système fiscal à son maximum. C'est pas nous qui le disons, c'est les représentants de l'État aujourd'hui. On ne peut pas augmenter la pression fiscale. On ne nous donne pas de solution, clairement, pour financer le ferroviaire. Alors nous, on est quand même relativement inquiets. Pourquoi? Parce qu'il y a deux approches dans le système. C'est soit on agit sur les recettes, soit on agit sur les dépenses. Sur les recettes, il y a quelques pistes. Il y a la piste sur la taxation des camions hors autoroute. On sait que grosso modo, la vignette sur les camions, grosso modo, devrait rapporter en année pleine. On commence seulement à installer les dispositifs de contrôle le long des routes. Grosso modo, devrait rapporter 700 à 800 millions d'euros par an. Ces 700 à 800 millions d'euros par an devraient, selon le gouvernement, être affectés à tous les modes de transport autre que le routier. C'est-à-dire pas uniquement le ferroviaire. Il y a la voie d'eau, il y a l'aérien, voilà. Je vous rappelle que nous manque 1,5 million. C'est-à-dire qu'on a quand même relativement une inquiétude. Comme je vous disais, si on ne peut pas agir sur les recettes, il va falloir agir sur quoi? Sur les dépenses. Et quand on agit sur les dépenses, il n'y a pas 50 solutions. On craint clairement que on nous amène vers une situation où on n'ait pas d'autre alternative que des fermetures de lignes. On me dirait, on peut objecter le fait qu'il y a une volonté de faire un troisième volet de la décentralisation, troisième phase de décentralisation, qui viserait effectivement à responsabiliser un peu plus les régions en matière de transport régional voyageur. C'est certes, la régionalisation et les TER a permis un développement du rail, a permis un développement du service public des TER, et c'est indéniable. Simplement, vous connaissez aujourd'hui, comme moi, qu'en matière fiscale, l'évolution des ressources des régions, il est à peu près comme celui de l'État, c'est-à-dire il n'y a plus de marge d'évolution fiscale dans les régions, puisqu'avec la disparition de la taxe professionnelle, les régions ne peuvent plus agir en matière de fiscalité. C'est-à-dire que les régions n'auront pas les moyens non plus de prendre en charge des lignes ferroviaires, je dirais, à caractère secondaire. Donc on est inquiet quand même sur la densité de notre réseau et la consistance de notre réseau, où effectivement un certain nombre de lignes qui seraient uniquement à caractère régional risqueraient, faute de moyens, d'être fermées. Et ça, c'est quand même notre inquiétude majeure. On a le sentiment que cette réforme ferroviaire, même si elle était ambitieuse, on a peur qu'on accouche d'une souris ou que les résultats soient que le remède soit pire que le mal, et que derrière on voit une fois de plus notre réseau national se ratatiner pour preuve. On pourra, après je vous laisserai un peu nous interpeller sur le sujet. Mais pour preuve, quand vous voyez effectivement le sort qui va être donné au train d'équilibre du territoire, où on nous annonce prochainement des fermetures de liaisons Lyon-Bordeaux, Marseille-Brive, enfin, on commence comme ça, le président Pépi commence à tirer la sonnette d'alarme en disant les trains d'équilibre du territoire, hein, pour mémoire, pour ceux qui ne se rappellent plus exactement ce que c'est. Ce sont des trains qui ne sont pas à caractère SNCF Voyage. Donc SNCF Voyage, c'est anciennement le réseau grande ligne de SNCF. En clair, c'est les TGV. Ce ne sont pas les TER non plus, puisque les TER, ils sont clairement les trains express régionaux qui sont dans le périmètre régional des régions. Ben, ce sont les trains interrégionaux qui n'intéressent personne ou pas grand monde.
Et donc, pour sauver la tête à ces trains-là, avait été mis en place une convention entre le SNCF et l'État, ce qu'on appelait ces trains d'équilibre du territoire. Et il s'avère que ces trains d'équilibre du territoire, ce sont des liaisons transversales. Vous parlez de Bordeaux-Lyon, il y a du Lyon-Nantes, il y avait du Marseille, ça doit faire du Marseille-Limoges ou du Marseille-Clermont par Béziers, par le Massif central. Ces liaisons-là n'intéressent plus personne et la SNCF, effectivement, aujourd'hui, interpelle l'État en disant nous, on ne prendra plus ça, c'est déficitaire, il y a du matériel à renouveler, on ne prendra pas ça à notre charge.